Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur le football européen. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi après le brillant intérim d'Arthur Merle. Le programme est chargé malgré cette semaine internationale. On commencera avec un détour par l'Angleterre pour retrouver Philippe Auclair. On parlera de deux choses, la possible nomination de De Zerbi à Tottenham et surtout le statut de l'Angleterre et si finalement le vrai favori du mondial, c'était les Three Lions. On enchaînera ensuite avec l'Italie, la grande peur qui saisit la botte. Guillaume Pacini nous racontera les détails autour de la vidéo polémique avant d'affronter la Bosnie et surtout l'état de nervosité dans lequel le pays aborde ce match décisif. Et on terminera enfin par parler d'un homme qui sera au centre de l'actualité dans les semaines à venir, Florian Wirtz, leader en puissance de la Mannschaft. Comment l'Allemagne vit la situation compliquée de Wirtz avec Liverpool? On posera la question à David Lortolari. Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur la page YouTube d'Eurosport France. Les meilleurs extraits sont à retrouver sur eurosport.fr, mais également sur nos comptes sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, Eurosport.fr, sur TikTok, sur Instagram. Vous connaissez tout ça. Welcome to England. Nous retrouvons évidemment notre cher Philippe Auclair en ce lundi matin. La cup of tea traditionnelle, évidemment, Philippe. C'est plutôt la soupe à la grimace du côté de Tottenham, si tu veux bien qu'on commence par ça, Philippe, puisque beaucoup d'actualités ces dernières heures. Igor Tudor licencié sans grande surprise et disons qu'on a un nom qui revient en première ligne, c'est De Zerbi. On en est où concrètement de cette nomination? Alors écoute, pour ce qui est de Tottenham, on en est nulle part pour le moment. Les choses peuvent bien évidemment se décanter très très rapidement, mais aucun accord n'a été trouvé. Et d'autre part, ce qui commence à filtrer, c'est qu'il n'y avait absolument pas de plan B pour prendre la succession de Tudor. Alors qu'on a senti très rapidement que l'union entre Tudor et Tottenham n'était pas vraiment une union faite au ciel ou bénie par le ciel, et que malheureusement, les dirigeants de Tottenham n'ont pas préparé le terrain, et que donc on est un petit peu dans l'expectative. Tu as dû voir que le nom de De Zerbi n'a pas vraiment été accueilli avec beaucoup de ferveur par les supporters des Spurs. Exactement. Oui, ça c'est en raison évidemment des propos que De Zerbi avait tenus sur Mason Greenwood à Marseille, où il avait, c'est comme ça qu'on l'avait interprété en Angleterre, pris la défense de son joueur, ce qui est très 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 mal passé. Et en plus, quand tu connais un petit peu les supporters des Spurs et l'importance que certains groupes de supporters qui sont particulièrement actifs pour lutter contre l'homophobie, la misogynie, sont parmi les supporters des Spurs, tu peux te rendre compte de l'impact qu'une nomination comme celle-là aurait. Ça serait vraiment partir sur le mauvais pied. Je pense que de ce côté-là, la pression des supporters peut avoir une influence sur la décision des dirigeants de Tottenham. On peut avoir De Zerbi privé du banc de Tottenham à cause de l'affaire Greenwood. Absolument. On peut tout à fait imaginer, surtout quand tu vois l'impact médiatique que les réactions des supporters de Tottenham ont eu. On en a parlé absolument partout en Angleterre, et c'est quelque chose qui, bien évidemment, est revenu aux oreilles des dirigeants de Tottenham. Ça permet de conclure que, parce que voilà, on est en France, on a des bruits aussi autour de Mason Greenwood et de son avenir. On parle de montants déraisonnables. On sait que les montants déraisonnables, parfois, peuvent venir d'Angleterre. Il n'y a aucun monde où Mason Greenwood revient à court terme en Angleterre, étant donné la réaction qu'on entend là. Écoute, quelles que soient les choses qu'on peut reprocher à Mason Greenwood, je lui souhaiterais, entre guillemets, bonne chance s'il revenait en Angleterre. Ouais. Il est persona non grata, il le demeurera. Et je vois absolument aucun changement possible dans un avenir proche ou lointain à la façon dont il est perçu en Angleterre. Pour moi, un retour ici au Bercail me paraît totalement impossible. Mon cher Philippe, revenons aux sportifs, nouveau décor, mais ça ne change pas le plus important puisqu'on va parler de l'équipe d'Angleterre désormais, qui sort d'un match nul face à l'Uruguay, certes, mais les stats de Thomas Tuchel depuis son arrivée chez les Three Lions sont plutôt éloquentes. 9 victoires en 11 matchs, très peu de buts encaissés. Et l'impression que, en tout cas, vu de France, c'est une équipe dont on parle peu, mais qui, en qualité et en quantité, a de sérieux arguments à faire valoir.
Oui, tout à fait, que ce soit particulièrement au niveau offensif, c'est pas la seule équipe qui souffre de quelques déséquilibres dans la mesure où il n'y a pas tout à fait la même richesse, la même profondeur de banc selon les lignes de l'équipe d'Angleterre, mais malgré tout, tu sens un groupe jeune, un groupe déterminé, et surtout un groupe qui est en train de mettre en place du jeu, et un jeu qui est différent de celui qu'on voyait sous Gareth Southgate, un jeu qui est plus expansif, qui est plus rapide, plus rythmé. Alors, très honnêtement, c'est pas sur la foi de ce qu'on a vu contre l'Uruguay que je me base pour te dire ça, parce qu'en Bien fait, sûr. Tuchel avait décidé de mettre non pas une équipe B comme Deschamps face à la Colombie, mais une équipe C. Et je peux te garantir qu'aucun des joueurs qui a joué contre l'Uruguay ne figurera dans le 11 de départ de l'équipe d'Angleterre lorsqu'il faudra jouer contre la Croatie au mois de juin. Ça, c'est une certitude. Mais cette équipe a évolué. Cette équipe paraît plus libre, elle paraît plus imaginative. Et surtout, il y a des joueurs qui ont beaucoup progressé, je dirais. Des grandes révélations, il n'y en a pas, c'est vrai. Mais tu as une colonne vertébrale qui est établie avec Jordan Pickford dans le but, qui a fait, je pense qu'il fait une superbe saison avec Everton. Tu as Harry Kane de l'autre côté, et puis tu as Declan Rice qui sera là au milieu de terrain. La question, c'est celle de l'animation offensive du numéro 10. Mais enfin bon, là, c'est plus un problème de richesse parce que tu auras soit Morgan Rogers, soit Eberechi Eze, soit Jude Bellingham, soit Cole Palmer. Je crois qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient avoir ce genre de dilemme. C'est clair, c'est clair. Tu parlais de peut-être la vision que peut avoir l'Angleterre de cette équipe-là. Il n'y a pas si longtemps, quand Thomas Tuchel avait été nommé, tu nous avais expliqué qu'il pouvait faire face à un certain racisme presque de la part de... Enfin, en tout cas, une certaine xénophobie de la part de certains commentateurs. Est-ce que ça s'est calmé, premièrement ? Et comment on juge cette équipe d'Angleterre au Royaume ? Est-ce que football is coming home ou c'est encore un peu tôt pour aller dans ce sens-là ? Alors écoute, tu ne sens pas tout à fait la même excitation que tu pouvais sentir dans le passé à l'approche d'un tournoi en disant ça y est, on fait partie des favoris, on a un groupe fantastique, la Première Ligue c'est le meilleur championnat du monde, etc. Ça c'est plus le cas. Il y a même, je lisais ce matin un article de l'excellent Barney Ronay dans le Guardian où il disait il faut qu'on accepte une chose, c'est qu'on est bon mais qu'on n'est pas les meilleurs. Qui donne un petit peu, je pense, l'idée de l'état d'esprit qui règne en Angleterre, où on a bien évidemment, on sait qu'on a on a de gros talents, on a un entraîneur qui est un gagneur, un winner prouvé, mais on a aussi des doutes, si tu veux, par exemple, sur l'état de fraîcheur des troupes pour ce mondial. Tu auras vu comme moi que certains des joueurs qui sont vraiment des joueurs clés de Tuchel, qu'il a beaucoup utilisés et qui ont été vraiment des référents pour lui, comme Declan Rice, comme Bukayo Saka en particulier, qui était titulaire certain sur l'aile droite. Tu sens qu'il y a énormément de fatigue, que cette équipe d'Angleterre souffre du trop de matchs, en quelque sorte, qu'ont les grandes équipes de Première Ligue. Et de ce côté-là, donc, on est un peu plus réservé. Il y a aussi le fait que cette relation avec Thomas Tuchel, elle est un peu particulière, dans la mesure où on ne le voit pas comme un sauveur. Ne pas oublier qu'il est arrivé, c'était un homme qui était chargé d'une mission, qui devait aller jusqu'au mondial, avec tout ce que cela signifie je dirais peut-être de distanciation vis-à-vis de son projet. On ne pensait pas à quelque chose sur le long terme. Ça a changé lorsque Thomas Tuchel a prolongé jusqu'à l'Euro 2028. Mais malgré tout, tu ne sens pas, du côté anglais, une grosse confiance ou une espèce de vague d'espoir. Mais je te dirais, c'est peut-être quelque chose qui est lié aussi à la perception du mondial en Angleterre comme partout ailleurs, je pense, en Europe. À savoir qu'on se pose beaucoup de questions sur le tournoi lui-même, sur l'environnement géopolitique dans lequel il va se dérouler, du climat très particulier qui règne aux États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, je pense que ça colore beaucoup le débat qu'on a sur le tournoi lui-même, qui paraît encore très loin. Comme si tu veux, au vu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on se posait même des questions sur mais à quoi ça va ressembler. Et du coup, le débat n'existe pas véritablement. Et toi, ton avis personnel, où il faut la situer, cette équipe anglaise ? Moi, je la situe tout en haut, pour une raison toute simple, c'est que je ne vois pas vraiment qui est meilleur. Ça peut te paraître bizarre. Je ne vois pas d'équipe qui se prépare pour ce mondial où tu as de la certitude dans toutes les lignes, où tu as de la certitude sur les joueurs clés précisément, où les performances ont été d'un haut niveau très constamment et très régulièrement. Alors bien évidemment, on cite l'équipe de France,
qui a quand même fait jolie impression pendant cette trêve internationale, il faut le reconnaître. Ouais. Il y a l'Espagne, bien évidemment, mais l'Espagne, elle aussi, va souffrir d'avoir des joueurs qui seront peut-être physiquement au bout du rouleau. Je pense à l'un des grands architectes du succès espagnol à l'Euro, qui était Zubimendi. Tu vois dans quel état il est avec Arsenal, c'est problématique. Et du coup, le fait que tu n'as pas véritablement de candidat qui soit au top du top, fait que moi, cette équipe d'Angleterre, je la vois aller loin. Je la vois aller très loin. Et en fait, je pense qu'elle se présente dans ce mondial avec certainement ses meilleures chances de succès depuis, je veux dire peut-être 2010, où elle était également en bonne position. Donc ça s'était très mal passé contre l'Allemagne, tu t'en souviens. Mais pour moi, elle fait vraiment partie des grands favoris de ce tournoi. Eh bien écoute, on suivra ça. Rendez-vous évidemment en juillet prochain. Avant ça, pour l'Angleterre, il y a le Japon ce mardi. Ça va suivre sur eurosport.fr. Merci beaucoup mon cher Philippe. On va quitter l'Angleterre qui donc sourit avant le mondial. On va rejoindre l'Italie qui est en moins bonne posture, on va dire. Et allez, on enchaîne dans Tour d'Europe avec évidemment l'Italie qui s'apprête à vivre un moment très tendu mardi soir à Zenica face à la Bosnie, puisque ce sera l'affiche de ce barrage. On retrouve Guillaume Pacini comme la semaine dernière, toujours aussi nerveux, j'imagine. Très nerveux. Je me sens pas trop bien, Cyril. J'ai hâte que ce match passe parce que je peux t'assurer qu'ici en Italie, l'attente est grande et honnêtement, c'est l'un des matchs les plus importants de l'histoire de la nationale. Faut savoir quand même quelque chose en off. Guillaume, ça fait bientôt 10 ans qu'il travaille pour Eurosport. Il n'a jamais connu l'Italie en Coupe du Monde avec nous. Si d'aventure il devait passer l'été américain à nous raconter ce qui se passe en Italie en dehors du mondial, ce serait un nouveau coup dur pour lui quand même. J'ai plus de format, Cyril. Surtout ça, j'ai plus de format. Ouais, c'est vrai, je sais plus quoi faire. Enfin, à force, c'est compliqué. Rentrons dans le vif du sujet, mon cher Guillaume, et pour changer une petite polémique, puisqu'on a vu les Italiens, après leur victoire face à l'Irlande, regarder la séance de tir au but victorieuse de la Bosnie et se réjouir, en tout cas certains, de cette qualification bosnienne. Les images viennent de la RAI. En interne à la RAI, ça a beaucoup fait parler le fait qu'on diffuse ces images-là. Pjanic a réagi à la Gazzetta en disant qu'il ne comprenait pas trop cette réaction, finalement, puisqu'on comprend bien que les Italiens sont plus rassurés d'affronter la Bosnie que le Pays de Galles. Voilà, on en est où de cette histoire et est-ce que ça peut vraiment jouer dans la préparation de ce match ? Écoute, ça peut forcément jouer, évidemment, parce que le fait que les joueurs de la Bosnie voient que certains joueurs italiens, et tout le monde n'était pas là, célèbrent leur victoire face au Pays de Galles. Et évidemment, c'est pour te dire aussi l'état de la sélection. Cyril, on fait quand même l'élimination du Pays de Galles. C'est pour te dire qu'il y avait quand même une peur d'aller à Cardiff, une peur de l'ambiance un peu british. Donc oui, pour moi, ça peut jouer. En Italie, on essaie de tempérer ça avec une chose simple, c'est qu'on a envoyé Federico Di Marco, le joueur de l'Inter, qu'on a vu en premier plan lors de cette vidéo-là en conférence de presse. Et d'ailleurs, il a pris la parole pour dire non, mais nous, on respecte les Bosniens. C'est une vidéo, entre guillemets, un peu volée, parce que c'est vrai qu'il était en famille, il ne pensait pas qu'il était repris par la RAI, qui est le diffuseur historique de l'Italie. Donc, il y avait deux camps ici en Italie, en disant est-ce que la RAI aurait dû les diffuser ou non, parce que ça les met aussi en porte-à-faux par rapport aux adversaires bosniens. Et on a peur, surtout déjà, Cyril, que le karma se charge de nous, parce que forcément, tu sais que ce genre de vidéo, généralement, c'est à l'élimination contre la Bosnie mardi soir, ça va forcément ressortir et ce sera forcément épique. Et on a peur du surplus de motivation parce que, oui, la Bosnie peut pour la Bosnie, c'est un match où il n'y a quasiment rien à perdre. C'est l'Italie. L'Italie qui n'a plus joué de la Coupe du Monde depuis 14 ans. Le dernier but de l'Italie en Coupe du Monde, c'est Mario Balotelli. Donc voilà, la pression, elle est sur les Italiens et uniquement sur les Italiens. Donc cette vidéo-là, honnêtement, on ne l'a pas bien prise en Italie. Et c'est pour ça qu'on a envoyé Di Marco pour dire va calmer tout ça. Parce qu'on voit bien que du côté de la Bosnie, vraiment, on est motivé à bloc. Motivé, et ça va être dans un contexte un petit peu particulier puisque les Italiens vont jouer dans un stade de 9000 places à Zenica. Tu parlais de karma, ils vont retrouver aussi Clément Turpin. On a l'impression qu'il y a plein de petits indices qui s'ajoutent pour faire un avant-match à même de faire trembler n'importe quel Italien, quoi. Ouais, et en plus, il y a la météo qui s'y met, Cyril, parce que les Italiens ont dû partir dimanche, finalement, ils vont partir lundi pour la Bosnie, parce que la météo, il neige, il pleut. Tu l'as dit, la capacité, en plus, est réduite dans le stade. C'est un petit stade.
Donc il va y avoir 8000 supporters bosniens, 500 de l'Italie. C'est un stade, pour vous donner un peu le contexte, où il y a des appartements qui surplombent un peu la pelouse. Donc on dit même que certains habitants vendent des places pour aller sur le balcon et voir ce match capital pour les deux sélections. Donc en fait, on sent tout du piège ici. Alors déjà de base, on n'est pas serein parce que forcément 14 ans d'abstinence de la Coupe du Monde, on a le traumatisme de la Macédoine du Nord. Clément Turpin, qui est un très bon arbitre, on le dit ici, qui est un arbitre top international, mais c'était l'arbitre contre la Macédoine du Nord en 2022. En fait, on a l'impression vraiment que tous les éléments se réunissent avec ces vidéos dont je viens de parler pour tomber dans le piège bosnien. Donc, on reste prudent, on reste serein aussi parce qu'on sait que l'Italie est plus forte que la Bosnie. Mais il y a Edin Dzeko, il y a Kolasinac, il y a Murimovic. Donc, il y a aussi des joueurs expérimentés dans cette équipe-là, contrairement à l'Irlande du Nord, par exemple, où c'est quand même un adversaire largement à la portée de l'Italie. Et on a vu qu'en première mi-temps, c'était compliqué, le contexte, le stress, le fait que plus le temps passe, Cyril, plus la nationale est tendue. Et demain, il y aura vraiment la pression de tout un pays. Pour te donner un peu l'idée, il y avait 10 millions de personnes d'audience devant la RAI pour le match contre l'Irlande du Nord. C'est une des meilleures audiences des dernières années. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment une pression énorme parce que Cyril, la Coupe du Monde ici, elle nous manque. 14 ans, c'est énorme. Et moi, j'aimerais bien en voir au moins une, Cyril, chez Eurosport. Au moins une avec vous. C'est tout ce que je demande. Parlons peut-être terrain parce que finalement, on s'est beaucoup moqué entre nous du vivier italien qui ne serait pas au niveau. Reste que le 11 est quand même relativement costaud. Il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Tonali aussi, qui est un joueur très important. Ouais. C'est peut-être devant, encore une fois, que le bas blesse. Alors, il y a Moiskin qui a marqué. Je crois qu'il y a un match entre Retegui et Esposito, c'est ça un peu les dernières tendances ? Exactement. Gattuso hésite parce que Pio Esposito est très bien rentré contre l'Irlande du Nord. Alors, je vous conseille, on a fait un article sur Eurosport.fr où on présente un peu qui est Esposito. C'est le grand espoir du foot italien. C'est l'attaquant de l'Inter Milan qui fait une très bonne saison pour sa première, on va dire, chez les grands à l'Inter, parce qu'il a été formé là-bas. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit Retegui, mais on devrait quand même partir sur un duo Kane-Retegui parce que Retegui aussi, c'est le tireur attitré des pénaltys. Il a aussi plus d'expérience. Même si aujourd'hui il s'est exilé depuis son départ de l'Atalante. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en Italie, on pousse pour Esposito. Et le reste, Cyril, c'est évident que le 11, il y a des joueurs évidemment capés. Il y a Donnarumma, je l'ai dit, Barella, Di Marco, Tonali qui fait un super match contre l'Irlande du Nord. Mais tu sais, moi, j'ai regardé l'équipe de France dimanche soir contre la Colombie. Je me suis dit, mais purée, ils sont quand même lotis chez les Bleus. Parce que nous, en Italie, quand même sur le banc, on n'a pas autant de ressources. Donc, le 11 est potable. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si l'Italie va à la Coupe du Monde, quand même, le groupe est globalement abordable. Ouais. Donc, on est quand même assez optimiste, même si on va à la Coupe du Monde. Si on y va, on est même optimiste pour passer, on va dire, le cap de la phase de poule, ce qui n'est pas arrivé depuis 2006. Donc, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, on va essayer de passer déjà ce cap de la Bosnie-Herzégovine et après on verra la Coupe du Monde. En tout cas, le 11 il est dessiné et c'est sûr qu'on va s'appuyer sur les leaders de ce groupe. Et aussi, c'est la dernière chance pour beaucoup parce qu'à force, le temps il passe. Donnarumma, par exemple, il a 27 ans, il n'a jamais fait de Coupe du Monde, Donnarumma. Donc il est temps aussi pour lui de passer ce cap-là avec la sélection. Et demain, il y a beaucoup de joueurs qui jouent gros. Et Gattuso avait dit avant l'Irlande du Nord, c'est le match le plus important de ma carrière d'entraîneur. Et demain, évidemment, ce sera encore le plus important parce que Gattuso, demain, il joue très gros. En tout cas, en Italie, sur Gattuso, tout le monde lui fait confiance. Lippi l'a adoubé, Francesco Totti a dit qu'il avait les capacités pour mener ce groupe-là parce que même si Gattuso n'est pas un immense tacticien, c'est un grand meneur d'hommes. Et dans ce genre de contexte-là où les rassemblements sont courts, ça peut être vraiment un bon profil. Donc, on a tous confiance en Gattuso. Mais demain, Cyril, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'un des matchs, en tout cas, les plus importants de la sélection. J'aurais jamais pensé de dire ça il y a 10 ou 15 ans. Mais le fait est que demain, ce match de barrage, cette finale-là, c'est le match le plus important vraiment de la sélection italienne. L'un des plus importants, en tout cas. Je ne sais pas si on le souhaite à l'Italie, mais on te le souhaite, Guillaume, quand même, de pouvoir vivre ça. Rendez-vous, évidemment, mardi soir sur Eurosport.fr pour suivre en direct ce match couperets à Zenica, dans le coupe-gorge de Zenica, j'allais dire. Merci, mon cher Guillaume. On va quitter l'Italie qui n'est pas encore qualifiée. On va aller désormais en Allemagne pour parler d'un joueur qui va faire parler dans les semaines qui viennent, Florian Wirtz.
Et allez, on termine ce tour d'Europe avec un détour en Allemagne pour retrouver David Lortolari. Salut David, comment ça va ? Salut Cyril, ça va pas mal avec du spectacle sur le premier match de Landschaft dans ces 2 matchs amicaux du moment, et on a pas mal de thèmes intéressants en Allemagne. Le championnat évidemment, mais cette équipe nationale qui accapare beaucoup d'attention. Oui, on va rester sur l'équipe nationale si tu veux bien, puisque ce lundi soir, l'Allemagne défiera le Ghana. Avant ça, il y a eu ce match face à la Suisse. Une victoire 4-3 très spectaculaire, beaucoup de buts, beaucoup de doutes derrière, mais surtout un homme qui sera au cœur de l'actualité dans les semaines qui viennent, c'est évidemment Florian Wirtz. Pourquoi ? Parce qu'il joue à Liverpool et que Liverpool affrontera le PSG en Ligue des Champions. Un doublé, 2 passes décisives. Question toute simple, est-ce que c'est lui le leader total de la Mannschaft aujourd'hui ? Alors lui-même a été très pragmatique à la suite de ce match en disant bah oui, 2 buts plus 2 passes décisives, oui c'est mon meilleur match en équipe nationale. Alors c'est un peu un regard un peu très comptable, très pragmatique de l'affaire, mais au-delà de ça c'est un joueur effectivement numéro 1 sur le plan technique. Alors en Allemagne bien sûr on est très compréhensif par rapport à ces débuts compliqués avec Liverpool, à l'adaptation à l'intensité du football anglais, mais on a la sensation, surtout en ce moment en l'absence de Jamal Musiala bien sûr, que c'est le leader, l'homme qui peut tout changer sur une passe, sur un angle, sur une idée. Et c'est ce qui s'est passé contre la Suisse. Les Suisses étaient un peu désespérés de tomber contre un joueur comme ça, mais ils ont aussi tressé des louanges par rapport à la prestation de Florian Wirtz. Reste à savoir, bien sûr, Cyril, si ce joueur-là, dont on connaît les compétences, peut répéter ce genre de performance plusieurs fois d'affilée et plusieurs fois dans une même semaine aussi. Oui, il y aura évidemment un premier élément de réponse ce lundi face au Ghana. Il y a ensuite de la FA Cup, si je ne dis pas de bêtises, face à City. Et puis enfin le Paris Saint-Germain. J'aimerais bien avoir ton avis sur pourquoi, en l'état, on n'a pas le joueur à Liverpool qu'on avait vu au Bayer Leverkusen. Qu'est-ce qui explique cette adaptation difficile ? Alors, je sais que le joueur et le sélectionneur en ont parlé, puisque Julian Nagelsmann a évoqué la question auprès des journalistes, mais il est resté très évasif, Nagelsmann, en disant on a un rapport très proche, Florian Wirtz et moi-même, et il n'a pas voulu expliquer le secret, entre guillemets, du vestiaire. Wirtz lui-même a été très évasif sur la question en disant il me fallait du temps pour m'adapter. Rappelez-vous quand même que ce jeune homme a 21 ans et que, bien sûr, il passait d'un club où il était en plein confort, le Bayer Leverkusen, c'était le leader, il n'y avait pas de discussion autour de son statut, à un club où, avec Arne Slot, il n'a pas forcément été mis dans les circonstances les plus confortables au départ. Et l'idée principale qu'on a, je pense qu'on est proche de la réalité en parlant de cela, c'était cette adaptation justement à un effectif concurrentiel, à un championnat plus intense peut-être sur l'ensemble des matchs qui sont disputés, et il fallait pour Florian Wirtz se faire sa place, jouer des coudes aussi peut-être dans un effectif en Angleterre, ce qui n'a pas été le cas en Allemagne. Il n'avait pas eu besoin de ça jusqu'à présent. Il était installé, il était cocooné un petit peu, et voilà, je pense que c'est l'explication principale. En équipe nationale, c'est intéressant aussi parce que ça peut être un détonateur pour lui, Cyril. Là, on va lui donner un petit peu les clés, pas forcément comme numéro 10. C'est un faux numéro 10, il peut démarrer un peu sur le côté aussi, ça on peut évoquer l'aspect tactique aussi, mais voilà, peut-être que ça peut donner aussi à l'entraîneur de Liverpool des idées en se disant ouais, ok, ce joueur-là, on l'a recruté pour une très forte somme, je l'ai peut-être un peu sous-utilisé jusqu'ici, peut-être devrais-je m'appuyer davantage sur lui. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans, et aussi la dimension physique, bien sûr. Il fallait sans doute quelques mois, c'est l'unanimité là-dessus bien sûr en Allemagne, il fallait quelques mois quand même pour que ce joueur s'impose et s'adapte au championnat d'Angleterre. Est-ce qu'il dépasse désormais un peu le cadre collectif de la Mannschaft ? Je vais m'expliquer. En France, on a Mbappé. Je ne compare pas du tout les deux joueurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas demander les mêmes choses à Mbappé qu'à Barcola, qu'à Olysée, qu'à Dembélé en termes de replacement, etc. Est-ce qu'il a les clés du camion ou, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus du collectif dans cette Mannschaft ? Je sais ce que tu vas me répondre, mais est-ce que son talent est tellement grand qu'il y a une envie quand même de le décharger de certaines missions pour qu'il se concentre totalement sur la créativité et sur le jeu offensif allemand ?
Je crois pas qu'on soit dans cette mentalité-là. Il y a une clé technique tactique qui a été trouvée là par le sélectionneur qui s'imposait en fait parce que le meilleur arrière gauche d'Allemagne, David Raum avec Leipzig, il est très offensif. C'est une machine à aller vers l'avant, à dévorer son couloir et à proposer des solutions. Et ça a beaucoup servi. Si vous revoyez des séquences, des extraits de ce match contre la Suisse, ça a beaucoup servi à Florian Wirtz pour trouver lui-même des espaces parce que le joueur qui était derrière lui profiter de ces espaces-là. On ne peut pas dire que ça soit un homme qui accapare un statut spécial, qui accapare le jeu. Il va y avoir un partage, Cyril, forcément, entre ce joueur-là, Serge Gnabry, peut-être le Roi Sané, peut-être le jeune Karl aussi qui va être amené à avoir des bouts de match, Moussiala s'il retrouve son niveau, il va y avoir ce partage entre 4-5 joueurs offensifs de très haut niveau. Et j'oubliais Kai Havertz, bien sûr. Donc non, il n'y a pas de statut particulier pour Florian Wirtz, et d'autant moins que ce n'est pas un numéro 10 à l'ancienne. C'est-à-dire, vous l'avez peut-être constaté sur ce match contre la Suisse, il était aligné à gauche, il y avait Sané à droite, il y avait Gnabry et Havertz dans l'axe. Hein, ce n'est pas un joueur à qui on donne plus d'espace, à qui on donne plus de privilèges. Non, simplement, évidemment, s'il confirme déjà contre le Ghana, puis avec Liverpool ensuite que tout passe par lui, que c'est le fameux game changer, peut-être que le sélectionneur là va se dire ok, je m'appuie davantage sur lui, il est titulaire obligatoirement et ça passe par lui pour orienter. Pour l'instant, je suis peut-être un peu insultant vis-à-vis du talent de ce jeune homme. Ça n'est encore qu'un joueur parmi d'autres. C'est pas un taulier. Les tauliers, on les connaît. Ce sont les patrons. C'est Kimmich, c'était Neuer, c'est Jonathan Tah. Ça peut être Robert Andrich aussi. Et lui, entre guillemets, n'a qu'un statut de leader technique, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Et dernière petite question, David, parce que la Coupe du Monde approche. On a longuement parlé avec Philippe du statut de l'Angleterre. Il se dit quoi en Allemagne autour de cette équipe, autour de Nagelsmann? On est enthousiaste, on est curieux, on est un peu méfiant. C'est quoi la tonalité générale autour de cette équipe? Alors, l'idée générale autour de l'équipe, et puis je vous dirai un mot de ce qui se dit dedans. La tonalité générale autour de l'équipe, c'est faire un bon mondial, effacer 2018-2022 pour se diriger vers des demi-finales. C'est l'idée de faire partie de favoris, mais on a bien compris en Allemagne qu'on n'était peut-être pas l'effectif le mieux armé. Il n'y a pas d'avant-centre actuellement, pas de Füllkrug, pas de Klein-Dienst, pas évidemment des grands anciens comme Miroslav Klose et d'autres. Il y a une défense qui prend encore des buts. Il y a un questionnement sur le gardien parce que le numéro 1, Baumann, n'était qu'une doublure jusqu'à ce qu'il prenne la main. Donc, il y a suffisamment de chantier pour pas que les observateurs, les spécialistes, les grands anciens disent on est favori et on va s'imposer. On n'en est pas là. On est au cran en dessous. Et à l'intérieur de l'équipe, c'est la même tonalité, Cyril. Kimmich a dit il y a quelques jours notre objectif, c'est vraiment de faire un bon tournoi pour oublier les catastrophes de 2018 et 2022. Sous-entendu, on sera content si on va au-delà des quarts de finale, quoi, pour être clair. Hein. Donc, la Mannschaft, bien sûr, prendrait une 5e étoile, mais je crois qu'on n'est pas au point de s'illusionner et de se dire on est au niveau de l'équipe de France, on est au niveau de l'Angleterre actuellement. Il y a un peu cette méfiance-là, si tu veux. On est un peu en retrait par rapport à l'idée d'être un grand favori comme on pouvait l'être par le passé. Merci beaucoup mon cher David pour cette expertise sur l'Allemagne. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Arthur Merle aux commandes. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.